Salut à tout le monde pour cette réunion du NPA et du NPA Jeunes qui porte sur l'actualité de la guerre d'Israël à Gaza. Et puis on a intitulé cette réunion aussi quelle serait la politique des révolutionnaires ici et là-bas. Donc c'est aussi l'occasion de discuter entre nous de ce qu'on a fait, nous, au NPA, depuis 2 semaines qu'a commencé cette guerre, et puis de ce qu'on pourrait faire à l'avenir ici, mais également de quelle pourrait être une politique communiste et internationaliste au Proche-Orient. Alors pour commencer, l'actualité la plus récente, c'est on est 2 semaines après l'attaque aveugle du Hamas qui a fait 1400 morts israéliens, dont une grande majorité de civils. Et puis donc 2 semaines après cette attaque, la guerre de l'État d'Israël contre Gaza, elle s'installe dans la durée. Depuis 2 semaines, il y a eu à peu près 4000 morts à Gaza, 1 million de réfugiés, peut-être entre 800 000 et 1 million de réfugiés, du nord vers le sud de Gaza, des hôpitaux bombardés, un blocus complet de la bande de Gaza, coupure d'eau et de carburant pour plonger la population gazaoui dans l'urgence absolue. Et vous avez vu aujourd'hui, l'actualité, ce sont des convois humanitaires qui sont bloqués au point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Il y a donc depuis 2 semaines un tapis de bombes israéliennes sur cette prison à ciel ouvert, comme un genre de punition collective infligée à la population sous prétexte de traquer le Hamas. Et dans quel but cette guerre? On ne sait pas trop. L'armée israélienne, Tsahal, se masse devant Gaza, réprime en Cisjordanie, semble préparer une invasion, et puis après quoi? Une annexion, une forme de colonisation. Le cabinet militaire, c'est le nouveau gouvernement qui a été spécialement formé il y a 2 semaines en Israël, il n'a pas l'air bien déterminé sur le sort à venir des Gazaouis, mais il annonce déjà que Gaza ne sera plus comme avant, avec peut-être une administration nouvelle dont la forme n'est pas encore connue, tout comme la forme de l'opération militaire qui se prépare. En tout cas, en même temps que les bombardements, ce à quoi on assiste, c'est bien l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de Gaza. C'est d'une certaine manière la suite de la Nakba, la catastrophe de 1948 qui avait fait plus de 900 000 expulsés. Ils avaient été expulsés notamment à Gaza, et cette fois-ci c'est de Gaza. La bande de Gaza, c'est donc 2 millions de personnes, une majorité de descendants des réfugiés de 1948 qui sont à présent chassés. Les États-Unis et l'Égypte, ils ont l'air d'être opposés à un afflux de réfugiés, et le point de passage de Rafah donc est toujours fermé aux Gazaouis, mais quand même c'est un genre de nettoyage ethnique entre guillemets ou national auquel on assiste en ce moment. Une situation qui suscite une indignation bien légitime dans le monde entier, du Maghreb à l'Asie en passant par les États-Unis, mais en France, le gouvernement interdit les manifs et nous sert une propagande immonde qui assimile la solidarité avec les Palestiniens à un soutien au Hamas. Comme si dénoncer les bombes sur Gaza, c'était faire l'apologie du terrorisme, pour reprendre la formule du ministre de l'Intérieur. Mais l'alignement sur Israël, il commence peut-être à changer. Parce que c'est difficilement tenable pour Macron et Darmanin de soutenir ostensiblement les massacres de civils gazaouis commis par l'armée israélienne 2 semaines après l'attaque du Hamas. Le 2 poids 2 mesures, il a des limites. Et Darmanin commence à être démenti par les tribunaux administratifs sur les interdictions de manifs décrétées par les préfets. Même les médias, ils ont l'air d'être obligés de changer de disque tellement c'est gros. En attendant, le massacre continue, et il y a bien peu de voix pour exprimer la solidarité avec les Palestiniens et dénoncer les silences ou les manœuvres des grandes puissances. Des grandes puissances qui s'inquiètent de la possible déstabilisation de la région et certainement pas du sort des Palestiniens. Alors on va commencer par voir les répercussions internationales de cette guerre. Et le premier truc qui frappe, ce sont des négociations au sommet du côté des grandes puissances qui ont l'air d'être en concurrence pour être les meilleures négociatrices. Alors il y a le Qatar qui est sur les rangs pour servir d'intermédiaire. Il y a aussi l'Arabie Saoudite et plus récemment c'est l'Égypte qui a organisé un sommet soi-disant pour régler le problème. Alors pour négocier,
On ne sait pas trop avec qui, peut-être avec le Hamas, peut-être avec l'Iran de l'autre côté. En attendant, ces négociations au sommet, elles ne mènent à rien et l'aide humanitaire est totalement disproportionnée par rapport aux besoins pour la population. Mais ça n'a pas l'air d'être leur problème. D'ailleurs, ils parlent de négocier, mais négocier pour quoi faire? Peut-être pour regeler, entre guillemets, le conflit israélo-palestinien. Je dis conflit israélo-palestinien, c'est leur formule. Regeler le conflit, c'était peut-être l'objectif des États-Unis depuis quelques années. Au Proche-Orient, comme ça a été le cas après 2014 dans l'est de l'Ukraine par exemple, les impérialistes ils peuvent provoquer des guerres, mais ils sont aussi capables d'enterrer des conflits. Les enterrer, ça veut dire les laisser en l'état, évidemment, sur le dos des peuples qui subissent la situation. En l'occurrence, au Proche-Orient, l'objectif des États-Unis, c'était de régler, entre guillemets, le problème palestinien et de consolider la place de son allié Israël en normalisant ses relations avec les pays arabes ou les pays du Maghreb. C'était une politique qui a été menée par Trump, puis par Biden, avec ce qu'on appelait les accords d'Abraham. Donc là, vous aviez une image de Gaza et je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Bon. Les accords d'Abraham, c'était, si je reviens sur mon truc, les accords d'Abraham, c'était une politique impulsée par les États-Unis, qui sont, il y a quelques années, les États-Unis qui sont plus ou moins désengagés du Moyen-Orient, après avoir ravagé la région par leur guerre en Afghanistan et en Irak, donc 2001 et 2003. Les USA ils comptaient sur ces accords pour stabiliser la zone en liant Israël à leurs autres alliés sur place. Par exemple, vous voyez probablement très mal sur la carte, mais l'Égypte et la Jordanie ont normalisé, pour reprendre la terminologie des diplomates, leurs relations avec Israël il y a déjà plusieurs décennies. L'Égypte en 79 et la Jordanie en 94, mais il y a encore plein de pays dans la région qui n'ont pas de vraies relations officielles avec Israël, parce que c'était pas tout à fait admissible du point de vue des gouvernements. Et depuis 5 ans, il y a des négociations en cours avec plusieurs pays du monde arabe pour essayer de normaliser tout ça. Il y avait par exemple, vous voyez le Maroc. Il y avait un petit, si je parle, le petit truc là, s'il te plaît. Super. Tout le monde voit où c'est le Maroc, merci. C'est là. Ouais, c'est la technologie, désolé si vous n'êtes pas prêts. Il y avait le Maroc et puis il y avait encore plus important l'Arabie Saoudite qui est le plus gros morceau, qui a des relations pour l'instant officieuses avec Israël mais pas encore vraiment officielles. Cette normalisation, elle aurait permis aux États-Unis d'isoler un peu l'Iran, qui est là, et ses alliés, en évitant d'avoir une opposition entre, d'un côté, les alliés américains et de l'autre côté, Israël. Par exemple, le problème des Américains, c'était quand même d'avoir une espèce de contradiction entre leur principal gendarme Israël et leur allié numéro 2, l'Arabie Saoudite. Tout ça, c'est pas gérable. C'est pour ça qu'ils ont mené ces négociations. Les États arabes, ils étaient jusqu'à il y a 2 semaines en pleine négociation pour acter la reconnaissance d'Israël en échange de quelques avantages consentis par les Américains. 2 exemples significatifs quand même du rôle de ces gouvernements. Il y a eu la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental ici, qui a été dealé par le roi du Maroc avec les Américains, qui jusque-là n'avaient pas reconnu que c'était un territoire marocain, cette zone du Sahara occidental. Et le processus des accords d'Abraham, il consistait à dire, si les Américains reconnaissent que c'est bien le Maroc cet endroit, et ben les Marocains pourront commencer à discuter avec Israël. Autre exemple, c'est la levée des sanctions américaines contre la dictature du Soudan. Là, c'était des sortes de pénalités imposées par les Américains avec le gouvernement qui ont été levées en échange de la normalisation des relations entre le Soudan et Israël. Bon, vous voyez un peu le genre de deal. Il y avait aussi les Émirats Arabes Unis, qui sont ici, et le Bahreïn, qui
ont essayé de profiter de ces négociations pour accroître leur influence régionale, disons avec le patronage ou en tout cas la bienveillance des États-Unis. La situation elle est en train de changer apparemment, parce que si les gouvernements soutiennent Israël, ou en tout cas ils se taisent, les gouvernements du monde arabe dans l'ensemble, en bas c'est plutôt la solidarité avec les Palestiniens qui s'exprime dans les rues. En Jordanie, en Tunisie, au Maroc, il y a eu des très grandes manifestations qui ont mis les gouvernements sous pression. Et ça met aussi toutes ces puissances régionales arabes sous pression. L'Arabie Saoudite en tête, qui a annoncé stopper ses négociations avec Israël après le déclenchement de la guerre d'Israël à Gaza. C'était un peu le calcul du Hamas, peut-être, d'une certaine manière, entre autres calculs. Le but du Hamas, c'était sans doute de mener un genre d'attaque suicide, mais qui en fin de compte servait ses intérêts en lui donnant une espèce de popularité et en modifiant quelque peu les équilibres régionaux entre les grandes puissances. Ces grandes puissances, dans l'ensemble, elles continuent de soutenir Israël, surtout les grandes puissances impérialistes, États-Unis, France, etc. Elles soutiennent Israël et elles se cachent là depuis quelques jours derrière l'ONU, qui a déjà condamné à plusieurs reprises la politique sioniste de colonisation et de persécution des Palestiniens. Mais bon, vous savez, quand l'ONU condamne, ça ne change pas grand-chose, hein. Fondamentalement, la politique de l'ONU, c'est toujours celle des grandes puissances, et donc elle suit leurs intérêts, et notamment de la première d'entre elles, les États-Unis, qui ont toujours défendu dans la région leur allié Israël. On en reparlera tout à l'heure. Face au risque d'embrasement général de la région, les États-Unis et les autres puissances semblent quand même en ce moment temporiser. En tout cas, c'était le cas jusqu'à ce qu'on arrive ici. Les États-Unis, ils ont envoyé une flotte de guerre en Méditerranée orientale, 2 porte-avions, si j'ai bien compris. Ils servent à dissuader le Hezbollah libanais, qui est donc au sud du Liban, juste là, qui servent à dissuader le Hezbollah libanais d'attaquer Israël par le nord. Les États-Unis, ils mettent aussi en garde l'Iran contre toute intervention directe, donc soit directe, soit d'ailleurs par le biais de leur allié syrien ici. La Russie, de son côté, elle a critiqué les États-Unis en disant que depuis 2 semaines, on observe l'échec du plan américain pour la région. Mais de l'autre côté, la Russie, elle a laissé bombarder par Israël les aéroports syriens. Puisque depuis une petite dizaine d'années maintenant, ou 6-8 ans, la Russie a des troupes en Syrie et elle contrôle grosso modo une grande partie de l'espace aérien syrien. Donc quand il y a eu les bombardements des aéroports d'Alep et de Damas, ça s'est fait d'une certaine manière avec l'accord de la Russie. La Chine, elle, pour l'instant, elle se tient à l'écart du conflit, mais c'est vrai que le Moyen-Orient pourrait bien rebasculer dans la guerre. À ce stade, les impérialistes y mettent l'accent sur les négociations et ils appellent Israël à la modération dans le massacre de la population de Gaza. En fait, c'est dans la lignée de tous les plans parrainés par les grandes puissances depuis 1947, au détriment des Palestiniens, on reverra ça tout à l'heure. Il n'y a évidemment rien à attendre des grandes puissances occidentales ou arabes qui ont accompagné la politique sioniste depuis au moins 1973, on verra ça. Et tant qu'on parle des grandes puissances, on va parler de ce qui se passe en France pour essayer de comprendre pourquoi il y a ce consensus, cette unanimité dans la classe politique française à soutenir la politique d'Israël. Et je passe la parole là-dessus à Coppelia. Ouais. Sur la situation en France, sur cette question, on voit qu'il y a un gros soutien quand même de tout un pan de la classe ouvrière et de la jeunesse à la cause palestinienne. On l'a vu, il y a eu du monde et notamment beaucoup de jeunes dans les rassemblements et dans les manifestations même interdites. Et on voit que ça en discute partout, dans les boîtes, dans les facs, avec parfois quand même beaucoup de confusion. Pas juste sur le Hamas qui a vengé, parce que ça c'est une chose d'être pro-Hamas, même si d'ailleurs c'est un problème auquel il faut qu'on réponde sur le fond, mais notamment sur la question de l'antisémitisme. C'est d'ailleurs ce que peuvent raconter les camarades notamment de la RATP, où ils nous racontent comment c'est un festival de trucs antisémites, mais ça on y reviendra plus tard. Et de l'autre côté, on voit un autoritarisme qui est démentiel de la part du gouvernement, avec, on le voit, toutes les manifestations, tous les rassemblements qui sont interdits, la circulaire de Darmanin, le secrétaire, là, c'était hier ou avant-hier, ouais, il a été libéré hier, c'était le secrétaire de l'UD-CGT Nord qui s'est fait soulever quand même à 6 h du matin. Bon, pourquoi il y a un tel
autoritarisme sur cette question, une répression là-dessus. Déjà, la première question, c'est pourquoi le gouvernement il s'aligne de cette manière-là sur Israël. En fait, si on regarde, il y a 20 ans, pendant la guerre en Irak en 2003, la France, elle disait aux États-Unis bah non, nous, on n'y va pas, quoi, c'est une connerie. Alors qu'aujourd'hui, bah, elle s'aligne complètement sur Israël. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'à l'époque, la France, elle avait quand même une petite distinction avec les États-Unis. C'était qu'elle ne s'appuyait pas uniquement sur Israël, elle s'appuyait sur Israël, mais aussi sur les régimes sur place. Sauf qu'aujourd'hui, comme la France, elle est plus faible, bah, elle est obligée en gros de s'aligner sur les plus forts. Et donc là, les plus forts, bah, c'est les États-Unis. En fait, c'est juste un débat tactique d'intérêt politique, économique, géopolitique. C'est comment on domine la région. C'est ça la question qui se pose. C'est est-ce qu'on domine en s'appuyant sur un partenaire fondamental ou est-ce que c'est sur plusieurs partenaires. Avant, elle se disait, bon, bah, ça sera sur plusieurs partenaires. Et elle a fait d'ailleurs passer ça pour une politique pro-arabe. Mais donc en gros, elle misait sur plusieurs brigands, quoi. Et aujourd'hui, puisqu'elle s'est affaiblie dans cette région, bah, elle compte sur le brigand principal qui est les États-Unis, et donc elle s'aligne totalement. Donc ça, c'est un des facteurs de l'alignement du gouvernement français sur l'État d'Israël. Et donc, pour revenir sur la question de la répression, donc pourquoi est-ce qu'on se mange toutes ces interdictions quand même? Bon, déjà parce que le gouvernement, on l'a vu, il est autoritaire en fait de manière générale, hein, c'est-à-dire il est autoritaire sur cette question, mais comme on a pu le voir sur bien d'autres, mais il y voit quand même là une occasion de mater bien sûr la classe ouvrière, mais aussi et surtout quand même l'immigration. Le gouvernement là, s'il réprime autant, c'est parce qu'ils sont affaiblis. Et d'ailleurs, c'est quand même pas un hasard, là on vient d'une lutte contre la réforme des retraites, il y a eu les soulèvements quand même dans les quartiers populaires suite à la mort de Naël, notamment, et donc tout ça, ça a quand même montré une capacité à minima de foutre un bon bordel et de les mettre dans une situation où ils sont totalement dépassés. Bon bah en fait c'est ça là qui redoute. Et donc l'autoritarisme grandissant du gouvernement, ça montre sa fébrilité, mais ça tétanie aussi un peu à faire face à toute contestation sociale sur un peu le moindre truc, quoi. Sauf que là en vérité, ils voient très bien ce qui se joue et le truc qu'ils craignent le plus, c'est une jonction entre la jeunesse des quartiers populaires et la classe ouvrière. Et par ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sentent, c'est parce qu'ils se sentent autant affaiblis qu'ils donnent, de plus en plus de gages à l'extrême droite et à la droite. Et ça justement, c'est une des caractéristiques quand même de la politique de Macron. Enfin, je veux dire, ça c'est une politique qu'on voit, c'est pas nouveau quoi. Dans la dernière période, surtout depuis qu'il a perdu la majorité, on voit qu'il est sous pression de la droite et de l'extrême droite. Donc les trucs sur aujourd'hui, sur lesquels le gouvernement aujourd'hui s'appuie, c'est l'extrême droite, c'est la droite, c'est tenter aussi de diviser la gauche, la répression, la police, mais aussi bien sûr le racisme. Je ne sais pas si vous avez vu la pression là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais qui est mise sur Benzema, sur le fait qu'il n'ait pas tweeté sur les victimes israéliennes et tout. Enfin, je ne sais pas si tu commences à chasser tous les gens qui n'ont pas tweeté sur les victimes israéliennes. Bon. Mais donc les déclarations racistes sur Benzema et bien sûr d'autres exemples, ça fait aussi partie de leur opération de division qui sert en fait de contre-feu pour pas que ça pète dans les banlieues. Et en fait là, aujourd'hui, ils s'en servent de manière totalement préventive. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que maintenant, le moindre rebeu que tu vois dans les manifestations, il est suspecté d'antisémitisme. Il y a un mois, c'était avec les abayas, il est suspecté d'islamisme, et maintenant c'est d'antisémitisme. Et donc justement, face à cette question, face à nous, la bourgeoisie et le gouvernement, sur la question de l'antisémitisme, ils te disent, si tu soutiens la Palestine, si tu es pro-palestinien, c'est que tu es un terroriste. Et ça, c'est un amalgame énorme qui permet en fait de dire que les Palestiniens ils sont responsables de la guerre qui est mise en place, et y compris de la mise en place petit à petit d'un génocide. Parce que quand tu dis c'est des terroristes, c'est quoi la réaction face à ça? C'est de les bombarder. Et c'est d'ailleurs justement ce que fait Netanyahou. Et donc justement, cet amalgame-là, c'est aussi le prétexte de Darmanin pour interdire les manifs. Et d'ailleurs dans ses déclarations, il explique que c'est une fabrique d'antisémitisme, il appelle ça comme ça. Alors que justement, c'est la politique du gouvernement qui est responsable de la montée de l'antisémitisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de dire, si t'es pro-palestinien, t'es un antisémite, forcément, ce qu'on voit, c'est que la réaction d'une partie de notre camp social et de la classe ouvrière, c'est de dire, je sais pas, ok, peut-être que je suis antisémite en fait, après tout. À force de me dire que si je suis pro-palestinien, je suis antisémite, en tout cas, moi, je sais pas, mais je suis du côté des Palestiniens. Donc t'as un peu cette réaction-là aussi du côté de notre classe. Donc leur prétexte, c'est de lutter contre l'antisémitisme, sauf que ça, c'est un truc qui est contre-productif. Et d'ailleurs, c'est y compris criminel pour les Palestiniens, parce qu'aujourd'hui,
Oui, pardon, excusez-moi. Justement, c'est un prétexte qui est criminel parce qu'aujourd'hui, si le Hamas c'est en gros du terrorisme, ça justifie justement les bombardements qu'on connaît aujourd'hui à Gaza. Là-dessus, sur la question de la gauche en France, je pense que c'est important quand même qu'on en discute parce qu'elle est totalement insuffisante. Le calcul de Macron, c'est quand même d'essayer de se mettre le RN dans la poche avec les Républicains, mais aussi le PCF, les Verts, le PS qui viennent de quitter la NUPES là, sur cette question. Cette division de la NUPES, c'était un truc que Macron, bien évidemment, y visait. Le PS, lui, défend une politique qui est sioniste. Le PCF, lui, il tient une position qui est avant tout anti-LFI et il défend la paix. Qu'est-ce que ça veut dire la paix en période de colonisation, si ce n'est accepter la colonisation, alors que même d'ailleurs le PCF, historiquement, il était pro-Palestine. Aujourd'hui, tu n'as personne dans la gauche qui dénonce la politique sioniste et raciste d'Israël. Tout le monde est mou d'ailleurs face au gouvernement et à sa répression. Presque toutes les organisations de gauche, elles étaient présentes à la manifestation de soutien à l'État d'Israël lundi soir. La LFI du coup de son côté, elle a tenté de résister un peu, mais en parole, tout en s'embourbant dans un débat sur les termes. Est-ce que tu dis terrorisme, est-ce que tu dis crime de guerre et tout. Sauf qu'en fait, leur vraie préoccupation, c'était les conférences qui ont eu lieu là, de ELV, du PCS, du PS, qui se sont tenues le week-end dernier et en début de semaine pour acter en fait le décès de la NUPES. Bon, en gros, on le voit là dans la gauche, tout ça c'est des tambouilles politiciennes autour de vrais désaccords, y compris au sein de l'AFI. Et les syndicats, eux, ils n'ont pris aucune initiative pour sortir de cette situation et ils réagissent très mollement à des cas de provocation, comme par exemple l'interpellation du secrétaire du D de la CGT Nord. Voilà, en gros, pour faire court sur la question de la gauche, ils sont en dessous de tout, alors qu'ils pourraient appeler à des initiatives, et même y compris, on leur a mis la pression pour qu'ils appellent à des initiatives et à ce qu'ils se positionnent. Le secrétaire, justement, on en parlait là de l'USD CGT Nord, qui a fait une garde à vue pour son communiqué. Lui, si on regarde la vidéo qu'il a fait, il dit un truc qui est hyper simple, que tu pourrais dire, littéralement le minimum syndical, quoi. C'est on soutient les travailleurs et les peuples opprimés. C'est un truc hyper simple qu'il dit, mais c'est le minimum, et ça, c'est pas un truc qui est dit par la gauche. Ça, faut le dire, il faut le dénoncer, y compris parce que les conséquences de ça, bien sûr, c'est que ça empêche le monde du travail, la jeunesse et les quartiers populaires de s'orienter. Ça donne d'autant plus, par ailleurs, de responsabilité à nous, l'extrême gauche et les révolutionnaires, dans cette situation pour exprimer une autre politique. Du coup, justement, quelle politique, nous, est-ce qu'il faut qu'on ait dans la situation? Bien évidemment, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une mobilisation de notre camp social, de la classe ouvrière, de la jeunesse, ici et là-bas. Nous, quelle politique est-ce qu'on a mené le NPA en France? Dès le début, on s'est différencié du Hamas et on a exprimé une indépendance totale vis-à-vis des courants nationalistes et intégristes. Dire qu'on est solidaire avec le peuple palestinien, ça enlève rien aux perspectives politiques qu'on peut porter, et au contraire, en gros, c'est pas parce qu'on va manifester, on se retrouve en manifestation ou dans des rassemblements avec des gens qui disent autre chose que nous on va camoufler notre politique. À la fois on exprime notre soutien à la Palestine et en même temps on pose notre politique anti-impérialiste et indépendante du Hamas et des courants nationalistes intégristes, et on va devoir continuer d'ailleurs d'affirmer tout ça parce qu'on est dans une phase de politisation aujourd'hui et de radicalisation qui est importante, et on a d'autres réponses à apporter que soit c'est le discours pro-sioniste du gouvernement, soit le discours raciste, soit le discours antisémite, ou alors la version pro-Hamas. Seconde chose, c'est que nous on a défendu tout ça sans mettre bien évidemment sur un pied d'égalité les deux camps, c'est-à-dire on ne met pas sur le même plan la violence des colonisés et la violence des colons. Ensuite, on n'a pas juste fait un communiqué pour exprimer notre politique là-dessus, on a cherché à proposer à toutes les forces du mouvement ouvrier, c'est-à-dire pas juste aux collectifs mais aussi aux syndicats et aux partis, à la fois de manifester, de faire des rassemblements, mais aussi de défier les interdictions du gouvernement, c'est-à-dire de se donner les moyens, quand tu as une interdiction, d'aller le contester. Et c'est justement le bilan de vendredi, quoi. C'est-à-dire vendredi, ça a marché. C'est la preuve que quand les organisations prennent leurs responsabilités en tant qu'organisation, de dire quand c'est interdit, on le conteste, c'est la preuve qu'on est capable de mettre un coup à cette tentative du gouvernement de blocage, et on a ouvert une brèche vendredi quand même de fait. Autre chose, jeudi, pardon, je dis vendredi, désolé. Autre chose, c'est la question du sens de l'initiative. Ça, c'est un truc qui est important. Nous, on manifeste, on le fait jusqu'au bout. Et donc, voilà, en gros, pour résumer la question de l'indépendance,
de la politique unitaire et de la prise d'initiative. Je pense que c'est ça qui est important comme position à avoir. Et on a raison d'avoir tenu ces différents fronts et on aura raison de continuer à le faire dès ce week-end et ensuite. À notre échelle, à notre humble échelle, la politique qu'on a menée, elle a eu un impact quand même au-delà de la région parisienne. Si vous regardez par exemple aujourd'hui le rassemblement à Rouen, il est autorisé, tu as d'autres villes où tu as des rassemblements qui sont autorisés. On a ouvert la brèche à ce que des interdictions, à ce que la tentative du gouvernement de à chaque fois interdire toute manifestation, tout rassemblement, on a réussi à mettre un échec là-dessus. Et donc voilà, là par ailleurs, je ne l'ai pas dit avant, mais on connaît quand même une situation de retournement un peu au moins d'une partie des gens de l'opinion publique, quoi, qui voit en gros que cette guerre, que le terrorisme, il commence à être un peu quand même du côté d'Israël et qu'on ne peut pas laisser trop passer tous ces massacres-là. Et par ailleurs, tu as le gouvernement, bien évidemment, de lui-même qui commence à se dire bon, on ne va pas pouvoir interdire non plus tout à chaque fois parce qu'on est censé un peu être dans une démocratie. Donc nous, là-dessus, on ne peut pas changer l'opinion publique, bien évidemment. L'opinion publique, elle a déjà changé, elle a commencé à changer, mais sans cette intervention subjective et consciente de militants et de militantes, on ne serait pas dans la même situation aujourd'hui à Paris. Et c'est cette politique qu'il faut qu'on puisse continuer de mener pour le rassemblement du coup qui est dimanche à 15h à République et bien sûr au-delà. Dans la foulée de ce que vient de dire Coppelia, et pour terminer cette introduction avant le débat, quelques mots quand même sur les perspectives et qu'est-ce qu'on peut faire ici et ailleurs. J'ai presque envie de dire que le plus simple, entre guillemets, c'est ici. Je caricature parce que c'est pas si simple de manifester dans ce pays en fait quand même. Et ça, faut quand même le noter et le dénoncer. Non, c'est pas simple de dire qu'on est du côté d'un peuple qui se fait bombarder et qui est opprimé parce que quand vous dites ça, vous êtes insulté par le gouvernement et réprimé par les flics. Donc c'est pas simple, mais c'est un bout de nos tâches dont a parlé Coppelia. Et puis après, il y a aussi les perspectives générales qu'on peut défendre. C'est sûr que nous, ce qu'on a fait, c'était essayer de donner les moyens que la solidarité puisse s'exprimer. Et ça, c'est pas évident non plus. D'ailleurs, il a fallu interpeller pas mal d'organisations pour que, comme disait Coppelia, pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Et puis, par exemple, la gauche, ou même un bout de l'extrême gauche, qu'on a essayé de tirer par la manche, et c'était pas facile. C'est pas tellement parce qu'on attend que la France Insoumise vienne manifester en nombre, mais parce que c'est pas pareil si des organisations autres que le NPA appellent et viennent manifester. C'est ça qui peut quand même encourager et donner la possibilité à des milliers de personnes de venir dénoncer la sale politique d'Israël quand les flics de Macron l'en empêchent. Donc notre politique ces derniers jours, ça a été de résister à cette pression de Macron et Darmanin en poussant le plus possible à aller dans la rue. Et ça, c'est peut-être un petit succès quand même. On a bataillé pour avoir le droit de manifester notre solidarité, y compris au juridique, puisque je rappelle que c'est quand même le NPA, avec d'autres, qui a fait suspendre l'interdiction de manifester jeudi soir à Paris. Un sacré désaveu pour Darmanin qui doit nous encourager à sortir encore plus nombreux dans la rue et dès demain à 15h, place de la République. Manifester avec d'autres, ça ne veut pas dire qu'on arrête de discuter autour de nous et de convaincre de nos perspectives, notamment dans le monde du travail. En fait, opposer les deux, c'est assez faux. Parce que, au contraire, c'est quand il y a des manifs que ça peut nous aider, par l'appel qu'on fait à ces manifestations, par la tonalité qu'elles prennent. C'est ça qui peut aider aussi à politiser des discussions dans notre milieu et à orienter le soutien aux Palestiniens dans un sens qui nous paraît juste. Manifester avec d'autres, ça ne veut pas dire non plus en rabattre sur nos perspectives, parce qu'elles ne se résument pas au drapeau palestinien, loin de là, et c'est ce qu'on va voir. Quelle perspective là-bas, au Proche-Orient, pour des communistes ? Il s'agit d'examiner, et puis on en discutera après, en tout cas pour les gens qui sont dans la salle et pas dans le téléphone, il s'agit d'examiner le problème palestinien et la question nationale, à la fois du côté palestinien, mais aussi du côté israélien, vous allez voir. La question nationale, c'est quoi ? C'est le droit des peuples à s'autodéterminer, à vivre libérés de toute oppression. Évidemment, vous me direz, l'oppression, c'est aussi la bourgeoisie nationale. C'est tout à fait vrai. Mais lutter contre sa propre bourgeoisie, dans une démocratie, c'est pas tout à fait pareil que de résister à une armée étrangère.
demandé par exemple à la population ukrainienne. Côté palestinien, quelle politique? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on dit soutien inconditionnel au peuple palestinien. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire un État? Et cet État, où est-ce qu'il serait? Est-ce qu'il serait, comme disent certains, avec une formule héritée d'un lointain passé, de la mer au Jourdain? Je vous ai mis une carte, ça c'est la Palestine du mandat britannique, quand c'était, disons, une colonie britannique, entre 1920 et 1948, grosso modo. La mer, c'est la Méditerranée, elle est là, et le Jourdain, c'est le fleuve qui est là, ou la rivière, je sais pas. Est-ce que la Palestine, est-ce qu'un État palestinien, il irait de là à là? C'est ça qu'il faut peut-être discuter. Ça voudrait dire quoi fondamentalement? Ça voudrait dire rayer Israël de la carte. Ça c'est à peu près clair. Est-ce qu'il faut deux États? Mais dans ce cas-là, où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'il faut un État binational? On ne va pas dessiner ici ce que ce serait un ou plusieurs États, mais disons quand même d'emblée un truc, c'est que les clôtures, les murs et les checkpoints, ils rendent la vie des Palestiniens impossible. Et ils sont au cœur du régime d'apartheid, tout comme la citoyenneté à deux vitesses instaurée par Israël. Donc un État croupion pour les Palestiniens sur des confettis de territoire, c'est pas une solution. Alors en tant que communistes révolutionnaires, nous on est pour la destruction des États bourgeois. Et l'union des États ouvriers. Il y a eu un exemple quand même dans le passé, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. Un exemple comme ça. Mais pour autant, quelle serait notre position par rapport à des revendications nationales? C'est-à-dire à la situation d'un peuple qui serait opprimé par un autre peuple, ou en tout cas par l'État de ce peuple. Où est-ce qu'il y a de la lutte de classe là-dedans, et comment aborder ce problème national d'un point de vue internationaliste et communiste? Dire qu'on est pour la fraternisation des peuples contre le capitalisme, c'est vrai, mais c'est parfois un peu court. Mais suivre les nationalistes qui revendiquent juste un État, c'est peut-être aussi un peu court, dans une certaine mesure. Pourtant, ici, ce ne sont pas deux États en guerre. C'est un État israélien qui opprime le peuple palestinien. Et même plus, c'est un État israélien soutenu par la principale puissance impérialiste du monde, les États-Unis, depuis le début, qui a été construit sur le dos et sur le territoire d'un peuple qui a été trahi, du peuple palestinien qui a été trahi par ses alliés et fourvoyé par ses dirigeants. Et donc on a aujourd'hui un peuple palestinien sans terre et sans État, réduit à vivre sous la férule des militaires israéliens ou celle des gendarmes de l'autorité palestinienne que Israël utilise à sa manière. Alors quelle perspective? Pour réfléchir à la question, on va faire un petit retour en arrière avec des cartes qui montrent la Palestine qui se réduit à peu près rien du tout sous l'effet des annexions et de la colonisation. Donc là, vous avez la situation en 1920, de 1920 à 1948. Ça, c'est donc grosso modo la colonie, si on peut dire comme ça, britannique de Palestine. Ensuite, en 1947, il y a un plan de partage de l'ONU. Vous voyez quelque chose ou ça sert à rien? Non, ça sert à rien, ok. Donc, ce plan de partage de l'ONU, il y a quoi? Il y a un État arabe ici, un État arabe de ce côté-là, le reste c'est l'État juif, là et là, en beige clair, là, et puis au milieu il y a Jérusalem. Ça c'était ce que l'ONU avait voulu faire en 1947. À l'époque, il y a 600 000 juifs sur le territoire et 1,2 million d'arabes. Ce plan de partage, avec ce plan de partage, la population juive qui occupait 7% du territoire, elle en occupe plus de 50%. Après la guerre de 1948, une guerre qui a impliqué Israël, mais aussi l'Égypte et la Jordanie, on se retrouve avec la situation suivante, que vous ne voyez encore moins, avec Israël qui s'est étendu là, là et au nord. La bande de Gaza, elle est administrée par l'Égypte, elle est occupée en gros par l'Égypte, et la Cisjordanie, elle est annexée par la Transjordanie. Donc, grosso modo, après 1948, l'État, qui était déjà pas très vivable, parce que je remonte la situation d'avant, c'était déjà pas terrible comme concept, comme découpage. Après 1948, il y a grosso modo plus rien de l'État palestinien. 1948, c'est aussi l'année de la Nakba, la catastrophe. Donc 900 000 personnes expulsées, ça représente entre 90 et 95% de la population palestinienne de l'époque, qui a été expulsée donc
vers Gaza et en partie par là, en Cisjordanie. Mais aussi au Liban, au nord et en Syrie, ici. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, il y a 6 millions de Palestiniens réfugiés, entre guillemets, hors de Palestine. Il y en a 4,5 millions en Jordanie, il y en a 600 000 en Syrie, 500 000 au Liban. En Israël, pour comparer, en Israël, il y a 7 millions de juifs, 1,8 million d'arabes israéliens, parmi lesquels il y a à peu près 500 000 Palestiniens. Ils sont principalement ici, là, dans le nord, en Galilée. Et à Nazareth et un peu sur le Golan, c'est cette région-là, vous verrez tout à l'heure. Donc, en plus de ces 500 000 Palestiniens d'Israël, il y en a 3 millions en Cisjordanie et 2 millions à Gaza. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Ça fait donc, si vous avez bien calculé, il y a 6 millions de Palestiniens hors de Palestine et 6 millions à l'intérieur. Il y en a presque autant, il y a autant dans la diaspora que dans les limites de la Palestine mandataire de 1947. En 1967, c'est la guerre des 6 jours à la suite desquels Israël annexe le Sinaï et le plateau du Golan à la Syrie. Elle annexe aussi la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Donc en 67, là, il n'y a quasiment plus le moindre bout d'État palestinien. Octobre 73, c'est la guerre du Kippour, on a fêté entre guillemets les 50 ans. La guerre du Kippour, elle a pour conséquence le fait que les Palestiniens se retrouvent donc occupés à Gaza en Cisjordanie et le Sinaï est récupéré par l'Égypte. Et les conséquences de la guerre du Kippour, c'est le début de la normalisation des relations d'Israël avec les grandes puissances alliées et les grandes puissances de la région, et notamment l'Égypte. Décembre 87, c'est la première intifada, très belle qualité d'image, donc la révolte des pierres, qui va, on le verra tout à l'heure, aboutir aux accords d'Oslo, mais j'anticipe un peu. On parlait d'un État palestinien, mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul État. Pour l'instant, le seul État, c'est Israël. Un État d'apartheid, raciste, qui est l'héritier du sionisme. Le sionisme, c'est quoi? C'est le projet d'un État juif en Palestine qui a été instrumentalisé depuis le début par l'impérialisme contre les populations arabes. Du coup, le droit des Palestiniens à avoir leur État, le droit à ce qu'ils puissent revenir, les Palestiniens qui sont en Syrie, au Liban, etc., ce qu'on appelle le droit au retour, et l'égalité, tout ça c'est des droits qu'on pourrait dire, disons, un peu fondamentaux. C'est le fait de pouvoir choisir autant que possible son État. L'égalité et la fin de l'oppression nationale qui pèse sur les Palestiniens, on pourrait presque dire que c'est une condition indispensable pour, entre guillemets, disons, neutraliser ce problème national qui est bien légitime. C'est-à-dire que on pourrait dire d'une certaine manière que tant qu'il y a cette situation d'oppression, les Palestiniens, ils vont forcément se battre là-dessus. Et ils ont bien raison. Qu'est-ce que ça voudrait dire? En Israël, ça voudrait dire qu'est-ce que ça voudrait dire cet État qui serait, disons, acceptable pour les Palestiniens? Ça serait un État non sioniste, laïque et égalitaire. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'est Israël aujourd'hui, un État dans lequel la citoyenneté est devenue confessionnelle, un État gangréné par le racisme, un État colonisateur et soutien de l'impérialisme, l'impérialisme qui est même la condition de sa survie en tant qu'État. On le voit aujourd'hui à quel point les Américains et d'autres puissances sont derrière Israël. En tant que communiste, on serait pour une Palestine unifiée des ouvriers juifs et arabes, quel que soit son nom. Est-ce qu'un État binational serait possible? Peut-être. Pourquoi pas? C'est une perspective qu'on peut sans doute défendre par l'union des pauvres de Palestine et d'Israël. Mais dire ça, ça ne règle pas le problème immédiat. Le problème immédiat, c'est quand même l'oppression des Palestiniens. Et à défaut d'une politique pour réaliser ce programme, une politique révolutionnaire, si on pourrait dire, l'oppression nationale des Palestiniens, elle continue et elle s'aggrave.
comme on le voit aujourd'hui avec l'expulsion de la population de Gaza. Alors sans être solidaire de la politique de ces dirigeants plus ou moins autoproclamés, on est sans ambiguïté et de manière inconditionnelle du côté du peuple opprimé. Et le peuple opprimé, c'est le peuple palestinien. Et de ce point de vue, on pourrait dire, ça va vous sembler paradoxal, que la question nationale, elle est sans doute largement du côté israélien. Parce que en Israël, il y a besoin de s'opposer au sionisme et à la surenchère d'extrême droite. D'ailleurs, ce qu'on remarque en Israël, quand même, c'est depuis quelques années, c'est l'échec des courants de gauche qui auraient pu dénoncer cette politique coloniale, et même des courants, disons, un minimum socialistes. Pourquoi? Probablement parce que ces courants de gauche, ils ont dès le début fait des concessions au sionisme, à quelques très rares exceptions. Un exemple que vous avez dû suivre, c'est quand même depuis plus d'un an les manifestations pro-démocratie en Israël, qui sont très massives, mais qui ont quand même une forme un peu bizarre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui manifestent contre la dictature de Netanyahou, qui veut réformer la Cour suprême, avec des drapeaux israéliens et avec des réservistes de l'armée. Et tout ça, comment dire, c'est pas que c'est pas juste de dénoncer le tournant autoritaire de Netanyahou, mais il faut absolument dénoncer la politique coloniale de l'État d'Israël. Cette politique sioniste, c'est aussi le rôle de gendarme local que l'impérialisme britannique puis américain a assigné à Israël en échange de sa protection. Et tant qu'Israël sera le bras armé des intérêts américains dans cette région ravagée par les guerres et l'exploitation impérialiste, il y a très peu de chances que les Israéliens puissent s'adresser, disons, sur un pied d'égalité aux populations arabes de la région. Rompre avec le sionisme, ça voudrait dire aussi rompre avec l'impérialisme. Dès 1947, voire avant, l'opposition entre juifs et arabes elle a été aiguisée, notamment par les impérialistes qui voulaient diviser pour mieux régner. Et du coup, pour les populations arabes de la région, Israël, c'est un agent de l'impérialisme. Et donc, d'une certaine manière aussi, pour eux, c'est ce rôle-là que joue Israël. Et pour la population d'Israël, depuis le début, la population d'Israël, elle voit les Arabes de la région comme une menace existentielle. Ça, c'est le problème fondamental. Alors, lutter contre l'impérialisme, c'est pas facile, c'est probablement la tâche de la classe ouvrière des grandes puissances, comme la France, mais on peut dire qu'il n'y a aucun avenir pour la population israélienne de survivre comme un poste avancé, enclavé donc de l'impérialisme dans cette région du Moyen-Orient. Cette politique sioniste, elle ne peut que se retourner contre Israël et sa population. À force de croire que l'impérialisme américain il assurait ses arrières, notamment avec les accords d'Abraham et avec son appui militaire, le gouvernement israélien s'est lancé dans une fuite en avant raciste et coloniale qui a fini d'une certaine manière par se retourner contre la population israélienne elle-même. Les Juifs qui voulaient, après la Deuxième Guerre mondiale, fuir les pogroms et l'antisémitisme en s'installant en Israël, et bien aujourd'hui, ils ont les deux. Ils ont un état de guerre permanent et un état de siège avec des peuples hostiles tout autour d'Israël. Comment on peut imaginer enfermer 2 millions de Gazaouis et coloniser la Cisjordanie, 620 000 colons israéliens en Cisjordanie? Comment on peut imaginer faire ça sans penser que ça va exploser d'une manière ou d'une autre? Et c'est la population israélienne qui en fait les frais. Comme dans les kibboutz du sud, vous savez, ceux qui ont été touchés par les attaques du Hamas, y compris, il y avait parmi ces kibboutz, certains étaient occupés par des militants de gauche et des militants anti-guerre. Eux, ils en ont fait les frais de cette politique sioniste. Parce que le soutien de l'impérialisme à Israël, c'est uniquement la protection qu'il accorde à l'État qui est à son service, pas à la population qui a subi, avec les attentats du Hamas, le contre-coup de la politique coloniale de son État. Biden, il se moque totalement des Israéliens massacrés par le Hamas, quoi qu'il puisse raconter. Ce qui compte pour lui, c'est un allié solide dans la région. Mais la politique d'extrême droite de Netanyahou, c'est la continuation du sionisme comme projet politique visant à créer un État juif dans la région contre le reste de la population et avec le soutien de l'impérialisme. La population israélienne, elle est peut-être otage de l'impérialisme et prisonnière, à sa manière, de la politique de son gouvernement, mais c'est à elle de rompre en premier avec cette politique d'oppression. Cette politique sioniste qui a entraîné un chauvinisme et un racisme qui collent à la peau de la classe ouvrière israélienne depuis longtemps.
On pourrait faire le parallèle éventuellement avec la situation des Blancs en Afrique du Sud ou des Blancs aux États-Unis pendant la ségrégation. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement dire qu'on est pour la paix et la fraternisation. C'est hypocrite, c'est injuste et c'est un peu vain. Un peuple, quand on opprime un autre, ne peut pas être libre. Et même si c'est l'État, l'oppresseur, plus que le peuple il doit s'opposer à sa politique de cet État pour espérer pouvoir s'adresser au peuple opprimé. Faute de quoi, il restera perçu comme l'oppresseur. Ça ne veut pas dire que la population israélienne, elle est coupable des exactions de son gouvernement. Parce qu'à ce tarif-là, tous les peuples des pays impérialistes, ils ont du sang sur les mains. Bon, bah, c'est pas du tout ce qu'on dit. Tous les peuples sont peut-être coupables de ne pas faire la révolution. Bon, vous voyez tout le problème. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population israélienne et la classe ouvrière israélienne, elle doit s'opposer à son gouvernement. Et un courant communiste en Israël, il ne peut pas être juste pour la paix. Il doit être aux avant-postes de la lutte contre la politique sioniste et raciste et combattre pied à pied pour l'égalité des droits des Palestiniens à vivre librement. Ça veut dire quoi vivre librement? Ça veut dire vivre libéré des militaires israéliens. Les revendications sociales ou démocratiques pour les Israéliens, ça ne suffirait pas. Parce que ça ignorerait cette situation d'oppression des Palestiniens. Et c'est bien ce courant qui manque fondamentalement en Israël. C'est une tâche extrêmement difficile, on peut l'imaginer. Ce que ça serait, quand vous avez un gouvernement d'extrême droite, de dire des trucs aussi radicaux que ça, mais c'est indispensable pour combler le fossé entre les oppresseurs et les opprimés, et c'est au peuple de l'État oppresseur de faire le premier pas. Comme dans le cas des anciennes colonies, on peut parler d'une forme de colonialisme. Quel autre mot on aurait pour décrire l'annexion des territoires et la spoliation de la population au profit d'un État juif, entre guillemets, qui brutalise et qui humilie quotidiennement les Palestiniens? A l'inverse, c'est aussi la faiblesse de ces mouvements de la gauche israélienne de ne pas trouver d'appui dans les classes populaires palestiniennes qui forment une partie de la classe ouvrière en Israël, les Arabes israéliens, 20% de la population. Ça, c'était pour le côté israélien et quelle politique on pourrait, disons, mener ou en tout cas défendre. Du côté palestinien, pour finir, que faire? Quelle politique face à cette situation d'oppression? Est-ce que la lutte nationale du peuple palestinien, c'est le truc à faire d'abord et puis on oublie le reste? Est-ce que ça voudrait pas dire se battre pour le droit des Palestiniens à se faire exploiter par leur propre bourgeoisie, qui existe, hein, même à Gaza City d'ailleurs, sur la côte, il y a une bourgeoisie palestinienne. Est-ce que ça voudrait pas dire contraindre les Palestiniens à obéir à leurs flics locaux? Ils existent aussi, les flics palestiniens. C'est avec leur version Hamas à Gaza ou leur version OLP en Cisjordanie. Est-ce que ça voudrait pas dire aussi, si on disait rien d'autre que lutte nationale et drapeau, ça voudrait pas dire s'en remettre à un parrain comme l'impérialisme américain ou à ses concurrents, l'Iran peut-être, ou d'autres? Parce que qui peut croire aujourd'hui que la Palestine, elle pourrait être vraiment indépendante et libre des grandes puissances et des grandes entreprises capitalistes dans le monde impérialiste d'aujourd'hui? Alors comment défendre le droit des Palestiniens avec un point de vue de classe et sans s'aligner sur les nationalistes? C'est la question. On a dit et répété, nous, au NPA, on n'a rien à voir avec le Hamas. Le Hamas, c'est l'émanation locale des frères musulmans, fondée au moment de la première intifada, en 1987. Ça marche plus. En 1987, qui avait comme objectif, le Hamas, d'exploiter la colère populaire dans un sens religieux. Le Hamas, c'était un mouvement concurrent du Fatah et d'autres tendances nationalistes palestiniennes. Et le Hamas a été utilisé par Israël pour les affaiblir. Depuis 2006, c'est le Hamas qui gouverne Gaza, après avoir négocié un genre de partage post-électoral avec le Fatah, qui gardait sous son autorité la Cisjordanie. Mais c'est pas que du Hamas que notre discours communiste et internationaliste doit se distinguer. On ne défend pas le droit des Palestiniens à se soumettre à leur propre bourgeoisie, mais le droit des Palestiniens à vivre dignement et pas sous la pression des militaires israéliens. Parce que c'est la condition pour qu'ils puissent repousser les perspectives fausses des nationalistes et voir les Israéliens comme autre chose que des bourreaux. Mais ça ne va pas se faire avec de la patience, des sourires et du pacifisme. Face à la pression de l'extrême droite sioniste, il faut une contre-pression. Une contre-pression qui fasse comprendre aux Israéliens qu'ils ne régleront, entre guillemets, pas le problème en enfermant Gaza.
ou en colonisant la Cisjordanie. Il faut montrer aux Israéliens que la politique sioniste de leur gouvernement, c'est une impasse. C'est ça la tâche qui serait la tâche d'un mouvement révolutionnaire palestinien. Comment faire? Ça ne sera pas par la non-violence. Même à Nazareth, c'est pas en tendant l'autre joue que les Palestiniens obtiendront l'égalité ou un État libéré de Tsahal. C'est pas par la politique du Hamas non plus, qui risque de creuser le fossé de sang et de radicaliser une partie de la population. C'est ce qui semble se passer aujourd'hui en Israël avec un genre d'union nationale. Pas derrière Netanyahou, Smotrich ou Ben-Gvir, qui sont les deux là, les chefs de file de l'extrême droite religieuse, mais derrière l'armée. L'armée qui a attiré des dizaines de milliers de réservistes, apparemment motivés par la perspective d'une guerre défensive, avec tous les guillemets que vous voulez, contre Gaza. Le fossé de sang et de haine, quand même, on peut dire que c'est un peu la politique du Hamas, mais c'est quand même surtout la politique d'Israël, le fossé de sang. Le nationalisme palestinien, même dans sa version Hamas, il est exacerbé par le terrorisme d'État d'Israël. Et c'est pas tout à fait la même chose. Mais la méthode du Hamas, elle ne vise pas à faire reculer le sionisme. Elle vise à défendre les intérêts des leaders autoproclamés des Palestiniens et à faire pression sur les puissances régionales pour les forcer à se positionner en sa faveur. Le sort de Palestiniens, c'est une question sensible dans la région, à juste titre, et le Hamas et ses parrains ou ses alliés, comme l'Iran, le Hezbollah et autres, ils veulent jouer sur cette corde pour redorer leur blason. Pourtant, il n'y aura pas de salut pour les Palestiniens en se soumettant à un autre parrain, même si c'est le rival des États-Unis. C'est l'Iran peut-être là qui semble être derrière le Hamas en ce moment, et on voit comment le régime des Mollahs y traite sa population, et notamment les femmes. Quant à la politique du Fatah, le courant nationaliste historique des Palestiniens, cette politique, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a échoué, y compris du point de vue de la libération nationale. Et aujourd'hui, elle permet juste à Mahmoud Abbas et à l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP, ça leur permet juste de faire la police dans des confettis de territoire en Cisjordanie. Alors la révolte des Palestiniens, elle est bien sûr légitime, mais quelle politique des révolutionnaires il faudrait? Quel mot d'ordre internationaliste pour un parti communiste révolutionnaire en Palestine? C'est très dur à dire, de loin, mais on peut donner quelques pistes pour finir. Prête à brader la vie des peuples selon leurs intérêts géopolitiques du moment. La preuve avec la France, qui, comme disait Coppelia, après avoir été en bonne partie du côté arabe, a lâché les nationalistes palestiniens, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans les intérêts du grand patronat français. Quoi qu'en dise Gérald Darmanin, qui a déclaré sur BFM jeudi soir que lui, il était pour un État palestinien. Voilà. Réminiscence peut-être, bon. Ou juste une connerie de plus. Ensuite, il ne faudrait pas s'arrêter à la vague reconnaissance d'un État. Effectivement, un État palestinien, ça pose plein de problèmes. Ici, vous avez la carte des accords d'Oslo de 93. Et vous voyez, ou vous essayez de voir en tout cas, que ces accords d'Oslo, ils ont consacré un découpage totalement intenable pour la population palestinienne, avec des territoires gérés, ce qu'on appelle la zone C, des territoires gérés, c'est le côté vert clair, gérés par l'armée israélienne. En zone B, vous avez, vous voyez pas, mais vous avez l'administration civile palestinienne, mais avec toujours l'armée israélienne derrière. Et en zone A, vous avez les petits confettis verts là, qui sont eux gérés directement par l'autorité palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Concrètement, ça a donné quoi comme État palestinien, les accords d'Oslo? Ça a transformé l'autorité palestinienne en supplétif d'Israël pour faire la police, et ça a laissé de côté les 6 millions de réfugiés palestiniens des pays autour qui n'ont pas le droit de rentrer. Donc s'arrêter à la reconnaissance d'un État, ça ne va pas. Comment s'adresser à la population israélienne si on était des révolutionnaires palestiniens? Combattre le sionisme, c'est probablement une tâche qui est plus politique que militaire. Ça pourrait aussi se faire de l'intérieur. L'objectif, ce serait quoi? Ça serait de montrer que les Israéliens ne sont pas condamnés à vivre dans la guerre et dans la peur de disparaître, qui ne sont pas condamnés à faire le service militaire, parce que le sionisme n'est pas une fatalité.
Et ça serait montré à la population israélienne qu'une alternative serait possible pour que juifs et arabes cohabitent, à condition de rompre avec le sionisme et donc l'impérialisme. Il faudrait montrer que le fossé entre les peuples, ce n'est pas une affaire ethnique ou religieuse, mais qui provient de cette politique sioniste d'apartheid et de colonisation. Donc montrer aux Israéliens que le conflit ne sera jamais réglé. Ça veut dire assumer une forme de rapport de force, ça c'est sûr. Exemple, la première intifada en 1987, le soulèvement des jeunes et des moins jeunes palestiniens. C'est ça qui a forcé Israël à négocier les accords d'Oslo. C'était certes une impasse et même un piège, mais c'est la révolte populaire qui a réussi à faire quelque chose. Et ça a montré que même des pierres, elles pouvaient faire reculer des chars. Et pas que des pierres. Des grèves en Cisjordanie, des manifestations, un mouvement de toute la société palestinienne qui a exercé une pression suffisante sur Israël. Une pression sur Israël, une pression insuffisante pour aller jusqu'au bout, mais assez forte pour briser le statu quo. Enfin, la force des Palestiniens, outre leur poids dans la classe ouvrière d'Israël, ça serait l'écho de leur lutte dans les pays voisins. La diaspora palestinienne, c'est aussi une force qui pourrait entraîner les masses populaires arabes de tout le Moyen-Orient. Il y a eu des occasions dans un lointain passé, par exemple la révolte des Palestiniens de Jordanie en septembre 70 qui a été réprimée par la monarchie jordanienne. Et à l'inverse, pour finir, pour de vrai, on pourrait dire que les soulèvements dans le reste du Proche-Orient, ils pourraient changer la donne pour le peuple palestinien. En n'étant pas soumis uniquement aux politiques des États bourgeois voisins et à leurs parrains impérialistes, mais un bouleversement social et politique contre le sous-développement et l'impérialisme, ça ouvrirait des perspectives. Un tout petit exemple qui vaut ce qui vaut, c'est quand même les printemps arabes en 2011. À ce moment-là, il y a eu dans le sillage des printemps arabes quelques manifestations, petites mais significatives, en Israël. Certes, c'était trop peu et ça lobait beaucoup de problèmes, mais ça montrait que les peuples pouvaient aussi participer d'un même mouvement avec des perspectives de révolte. Ça ne veut pas dire que le peuple palestinien doit attendre la révolution socialiste pour lutter contre son oppression, certainement pas, mais simplement que c'est difficile d'imaginer des perspectives sans intervention des masses populaires de toute la région. Et je vais m'arrêter là. Il y a juste quelques trucs que je ne vous ai pas montrés. Ça, c'est le nombre d'Israéliens et de Palestiniens tués depuis 2008. Vous voyez la petite disproportion, c'est juste pour montrer quelques aspects de cette réalité coloniale et brutale de la politique israélienne. 2014, c'est l'opération Bordure Protectrice, été 2014. Vous voyez quasiment 2500 morts côté palestinien. Quelques autres chiffres sur Gaza. C'est des chiffres très récents, hein. Taux de chômage de quasiment 50%, une population qui vit sous perfusion de l'aide internationale, sans avoir accès aux soins de base. Et ça, c'était la situation début 2023, donc avant cette guerre, avec, vous voyez, le blocus total ou presque de Gaza, et la Cisjordanie colonisée, les trucs en jaune-vert clair là, c'est les colonies israéliennes qui grignotent le territoire officiel des Palestiniens. On s'arrête là, ça a été un peu long et on peut laisser la place au débat pour les gens qui ne sont pas dans le téléphone ou autre chose. Donc on y va, on a la salle, c'est parti pour la discussion.